Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue à notre webinaire qui va porter sur les villes inclusives. Nous allons analyser le cas de Montevideo et de Chicago. Je suis Melissa Gorondi Novak et je suis responsable auprès du PNUD de cette série de solutions locales pour répondre aux ODD, aux objectifs de développement durable et atteindre l'agenda de 2030. Aujourd'hui, notre webinaire va porter sur les villes durables. Ce webinaire sera aussi diffusé sur YouTube et vous pourrez y accéder ensuite. Nous avons un service d'interprétation en anglais, français et espagnol. Pour accéder au service d'interprétation, vous devez cliquer en bas à droite sur l'icône et interprétation et choisir la langue dans laquelle vous souhaitez écouter et la réunion et dans laquelle vous allez également prendre la parole. Bien, je vous invite à utiliser le chat. Vous pouvez utiliser le chat pour vous présenter, pour apporter votre témoignage et pour poser des questions au présentateur. Je vais maintenant introduire ou présenter nos intervenants. D'abord, Roberto Request, qui est le directeur des autorités de circulation de Chicago. Il est responsable de la communauté aussi de Chicago. Et ensuite, je présenterai Lucia Soka, qui est responsable du développement urbain auprès du gouvernement de Chicago. Mais d'abord, nous allons donner la parole à Adela Poster-Tengic, qui est responsable ou spécialiste en conseil politique et en gouvernance pour la paix. Elle travaille à un centre de construction de la paix et maintenant, nous lui donnons la parole. Allez-y, Adela, vous avez la parole. Merci, Mélissa, bonjour. Bonsoir à tous ceux qui se joignent à nous depuis différentes parties du monde. Donc, ce webinaire porte sur les ODD. Je m'appelle Adela, je vais animer le webinaire d'aujourd'hui et je suis ravie de vous accueillir à cette conversation sur la façon dont les villes peuvent développer des quartiers plus inclusifs. Donc, je veux d'abord remercier Roberto et Lucia qui vont partager aujourd'hui leur expérience dans le domaine des villes. Ce sujet est important à l'heure où l'urbanisation remodèle nos sociétés. Et comme vous le savez, d'ici le milieu du siècle, la grande majorité de la population mondiale vivra dans des villes. Et la façon dont nous concevons et dont nous gérons nos quartiers et nos villes aura un impact direct sur l'égalité, la résilience et la cohésion sociale. Au PNUD, nous pensons que le développement urbain inclusif ne concerne pas seulement les infrastructures, mais aussi la garantie que tous les habitants, quelle que soit leur origine, puissent bénéficier d'un logement sûr, de services accessibles et de possibilités de s'épanouir, de participer à la vie de leur communauté. Donc, aborder le développement inclusif des quartiers signifie repenser la manière dont nous construisons et gérons nos villes, concevoir des quartiers qui ne sont pas seulement liés physiquement par des infrastructures, mais aussi socialement. Et cela exige des gouvernements qu'ils s'engagent dans une planification à long terme qui réduit les inégalités, qui favorise la résilience et garantit que les femmes, les jeunes, les migrants et les groupes marginalisés participent à l'aménagement des espaces dans lesquels ils vivent. En fin de compte, il s'agit de créer des quartiers
et de mettre en pratique tout cela dans des villes, hein. Par exemple, Medellín en Colombie a investi dans des solutions de mobiles durables pour connecter des secteurs, des quartiers qui auparavant étaient marginalisés afin de les relier au centre-ville. Un autre exemple est Ahmedabad, en Inde, où des partenaires locaux ont travaillé avec les résidents locaux pour transformer des quartiers informels en quartiers légaux et desservis. Et aujourd'hui, nous allons découvrir le travail réalisé par Chicago pour créer un environnement inclusif pour les migrants et les réfugiés, ainsi que le programme Habitat de Montevideo qui régénère les zones vulnérables grâce à des logements coopératifs et à des constructions menées par la communauté. Donc, ce sont des exemples qui vont nous inspirer, qui montrent comment les gouvernements locaux peuvent relever ces défis avec des solutions concrètes. Nous explorerons le rôle des politiques publiques et de la planification et l'importance de la participation communautaire et des partenariats nécessaires entre ces différents secteurs. Nous vous remercions à nouveau pour votre participation. Et maintenant, je vais donner la parole à Roberto qui va nous présenter l'expérience de Chicago qui a permis de rendre cette ville plus inclusive. Allez-y, allez-y, Roberto, vous avez la parole. Merci, merci Adela, merci Mélissa de m'avoir invité. C'est un plaisir pour moi d'être ici ce matin et de voir qu'il y a beaucoup de gens qui participent à cette réunion. Donc, c'est un grand plaisir pour moi de voir que je partage cet espace et que je vais travailler avec des gens de Montevideo. Donc, je suis Roberto Requejo, je suis dans le secteur de la planification et ici à Chicago, je travaille depuis 24 ans dans ce secteur de développement communautaire. Nous travaillons sur le développement des quartiers pour donner davantage d'opportunités aux communautés et aux habitants. Je vais vous parler un petit peu plus de Chicago, mais et je porte plusieurs casquettes. Je suis responsable au Centre pour l'investissement communautaire. C'est un secteur de réflexion et de pratique communautaire aux États-Unis pour avancer dans le développement communautaire des villes et pour travailler sur les zones rurales aussi. Et puis, je suis aussi le directeur d'une autorité de transit de Chicago qui est une agence qui travaille dans la région, hein, dans le domaine du, de la circulation du transit public. Voilà, je vais vous montrer un petit peu. Je vais partager mon écran pour vous montrer notre belle ville de Chicago. Voyons, voyons. Voilà, nous y sommes. Alors, d'abord, je voudrais commencer en vous parlant un petit peu de la ville. Nous sommes une ville avec beaucoup de diversité, une population très diverse et différents niveaux économiques aussi, hein. Notre PIB est de 32 millions, de 833 millions et nous avons des richesses culturelles tout à fait diverses. Nous avons des universités, nous avons différents charmes, hein, dans cette ville, dans cette région, mais nous avons aussi de gros problèmes de ségrégation raciale, par exemple, qui remontent à l'époque du 19e siècle et qui sont restées, hein, ces pratiques raciales sont restées et sont assez typique des villes américaines, hein, ce n'est pas que le cas de Chicago, avec beaucoup de ségrégation raciale. Donc, notre ville est composée de 77 communautés, hein, secteurs communautaires, hein, et que nous appelons des districts que vous voyez ici sur la carte. Et
Et donc, quartiers sont divisés entre quartiers noirs, quartiers latinos, quartiers de population blanche. Donc, certains de ces quartiers ont 80-90% de noirs qui y vivent, ou 80-90% de latinos, ou 70-80% de blancs. Et Chicago a quand même une communauté assez mélangée, mais malgré tout, ces districts sont séparés, hein, par race, et ce qui donne lieu à un problème. Et nous avons donc un conseil de planification métropolitaine qui travaille sur ces questions avec 4,4 millions de dollars chaque année. Mais ce problème affecte vraiment la région, la ville, hein, avec des opportunités économiques, des problèmes de santé, hein, et différences, hein, en fonction des quartiers au niveau de l'espérance de vie. Donc, on voit qu'il y a de nombreux résidents qui habitent dans des quartiers noirs, hein, qui vivent 16 ans de moins que ceux qui habitent dans la partie nord de Chicago, dans la partie où vivent les Blancs. Donc, vous voyez que ce séminaire va aussi parler des questions de déplacement, des questions du problème des personnes de couleur, hein. Et nous avons deux types de déplacements dans la ville, hein. Premier type de déplacement qui est dû à ce que l'on appelle la gentrification, donc dans la plupart des quartiers latinos, mais aussi dans certains quartiers noirs, qui fait que le développement urbain euh, font partir les communautés pauvres de ces quartiers, et ces communautés vont s'installer ailleurs, sont déplacées, et cette expérience est parfois négative parce que il y a un problème d'investissement ici, et dans certaines communautés afro-américaines, on a beaucoup souffert de ce manque d'investissement dans le logement, et on a des personnes qui se retrouvent dans des quartiers où il n'y a pas d'école, où il n'y a pas de supermarché, où il n'y a pas de circulation, et beaucoup de résidents cherchent des opportunités pour vivre mieux et quitter Chicago. Et au cours de ces 20 dernières années, 200 000 résidents noirs ont quitté Chicago, hein, pour chercher un meilleur niveau de vie. Mais le côté positif, c'est que nous avons certains atouts quand même. Nous avons des quartiers dans lesquels on a un service régulier avec quelque chose qui existe, des systèmes qui existent depuis une centaine d'années. Nous avons un système de train qui couvre tous les quartiers de la ville, un réseau de bus aussi, avec de nombreuses lignes de bus, plus de 10 000 arrêts de bus qui sont répartis à travers la ville, ce qui donne quand même un système de circulation assez équitable. Nous avons donc un bon système pour le déplacement, hein, dans la ville, pour le déplacement des populations, de services donc, de public. Et puis, nous avons des stations, ce qu'on appelle des stations de transit, hein, qui sont des centres de déplacement pour améliorer les compétences de ces systèmes donc, de transport public. Et nous avons voulu améliorer ce système, un système qui existe depuis les années 90 aux États-Unis, puisque les politiques voulaient que l'on ait des villes plus faciles à parcourir à pied, plus agréables, des quartiers qui soient plus sympathiques. Et donc, ces politiques visent à encourager les développeurs qui veulent construire dans ces zones-là et qui veulent développer ou construire des centres de transport public. Et depuis, notre ville a 60% d'utilisateurs, et cette ville, qui est principalement une ville de personnes de couleur, hein, va tirer un profit de ce système. Hélas, cette politique qui était prévue pour améliorer le déplacement et le transport public en ville a quand même eu des problèmes, car au lieu de régler le problème de l'exclusion et du manque d'investissement, cette politique a augmenté ces problèmes. Comme vous le voyez, nous n'avons pas
d'égalité ici et le marché donne lieu à certains résultats et à un système de développement qui n'est pas le même au nord de la ville. Et vous voyez ici le train sur la ligne en bleu qui va jusqu'à l'aéroport. Et le reste de la ville, comme vous pouvez le voir, n'est pas très développé. Donc, on a les zones riches, les zones où on a eu une gentrification, là où les quartiers de Latinos vivent, ce que vous voyez sur la gauche, hein, et là où il y a le plus d'entreprises, de commerces, hein, et en bas, c'est exactement l'opposé, hein. En bas, nous avons des appartements de luxe et, et il n'y a pas de transport et les familles les plus pauvres ne peuvent donc pas vivre dans ces secteurs. Donc, ce problème va euh, renforcer les différences et les inégalités puisqu'il n'y a pas de transport public. Et c'est la même chose pour l'ouest et le sud, hein, que vous voyez ici de la ville. On a 300 millions de dollars qui ont été investis dans cette belle gare que vous voyez à droite parce que la ville n'avait pas de possibilité pour certaines personnes de se déplacer. Et comme vous le voyez, on a eu des espaces qui sont vides, des parkings et pas de supermarché, personne qui est venu s'installer dans ces secteurs. Donc, on montre ici ce qu'on appelle on a créé une coalition, on a décidé de voir comment améliorer la situation de la ville, comment redéfinir le développement orienté sur le transport pour résoudre ces inégalités. Et nous avons décidé de mettre en place des solutions et de passer à un système équitable et un développement basé sur le transport public. Donc, nous avons eu la ville de Chicago qui s'est réunie, des institutions financières, un groupe divers d'organisations basées sur la communauté, et tous ensemble, nous avons décidé de voir comment nous pouvions mettre en place un système équitable de développement. Et Adela en a parlé, hein. Il s'agissait de mettre en place des systèmes qui garantissent que ces nouveaux développements vont répondre aux besoins des personnes qui avaient été exclues jusqu'à maintenant du développement. Nous avons priorisé la participation de la communauté, nous avons planifié avec les communautés et nous avons planifié un système inclusif avec une coalition qui était centrée sur les personnes jeunes, les personnes handicapées, les personnes de couleur, les personnes qui, en général, souffraient d'isolement, hein. Donc ici, vous voyez la carte qui a beaucoup changé par rapport à la première carte que je vous ai montrée. Après ce travail que nous avons fait, le système de transport public a changé dans la ville. Nous avons maintenant un nouveau mouvement. La ville a 60 sites ETOD, hein, ce qui veut dire développement orienté sur le transport équitable, avec différents centres, des cliniques, des centres communautaires, de l'art public, des infrastructures vertes. Et tout cela a été conçu dans la ville. Il y a deux exemples, hein. Le premier en haut que vous voyez, je vous avais montré une communauté dans laquelle les gens et la communauté latino-américaine étaient déplacés et exclus. Eh bien, maintenant, vous voyez ce quartier avec des appartements qui sont à la portée de leur bourse et une centaine d'unités qui sont occupées par des résidents de cette communauté ou par d'autres types de résidents qui jusqu'à maintenant étaient exclus. On va continuer à construire des immeubles autour d'une place, hein, qui est inspirée d'une place latino-américaine pour donner à cette communauté un sens de connexion avec la culture. Par conséquent, ces constructions que vous voyez ici, qui pourraient être dans n'importe quelle ville du monde, hein, ici, on veut être sûr que
la communauté qui vit là se sent inclus, se sent reflété. Et en bas, vous voyez un autre exemple d'un quartier que je vous ai montré dans la première partie de ma présentation. Et ici, on a une majorité de communautés afro-américaines et nous avons deux gares de trains qui sont en train d'être construites. Nous avons des communautés de niveau économique mélangé et nous voulons donc avoir un système de train. Nous voulons avoir différents commerces et que tout cela soit à la disposition. Et il y a des développeurs privés qui ont travaillé sur la ville de Chicago et ils nous ont aidés à redévelopper toute cette partie de la ville, une ville qui est traditionnellement et historiquement plutôt noire, hein. On a appelé cette ville Brownsville, hein, à Chicago. Donc voilà, tous ceux qui travaillent dans le développement des transports, hein, comprennent que cela peut être très important, qu'il y a deux manières d'approcher ce problème. Et ce modèle TOD a été centré sur le fait d'attirer de nouveaux résidents et le système de ETHOD était attiré sur le fait de conserver nos résidents, hein. Et alors, les bénéfices, c'est que nous avons commencé à travailler avec les communautés plutôt que pour les communautés. Les communautés ont travaillé avec nous, ont dit ce dont elles avaient besoin. On a eu une approche qui était basée sur le marché. Nous avons aussi analysé l'impact du climat, de la santé, de la culture sur ces développements. Et nous avons maintenant des centres communautaires avec des résultats qui sont montrés par les indicateurs qui montrent que ces résultats sont euh, positifs. Alors, ces indicateurs quantitatifs qui montrent comment ce système de méthode va aider à parvenir aux indicateurs des ODD et qui montrent que nous sommes alignés sur les objectifs de développement durable. Et ce que je veux aussi ajouter ici, c'est que nous avons permis d'améliorer aussi les systèmes de santé et le niveau de santé. Et nous avons aussi une croissance économique qui a augmenté, des centres de santé, des postes de travail qui ont été créés à travers ces constructions. Et ces communautés donc ont tiré profit de tous ces changements. Et puis, nous avons aussi des améliorations au niveau du climat, puisqu'il y a des émissions à effet de serre qui sont moindres, qui ont été réduites, hein. Et puis, la partie la plus importante de cet indicateur, ce que prouvent ces indicateurs, c'est que puisque nous avons fait ces efforts, hein, maintenant que nous avons fait ces efforts en nous centrant sur l'égalité des populations, hein, nous ne sommes pas concentrés sur une communauté, hein. Nous avons appliqué cela à l'ensemble des communautés et des résidents. Par conséquent, ces indicateurs sont bons et sont appliqués à toute la ville. Et nous voulions vraiment que les choses s'améliore, hein. Et il y a des communautés qui ont, par exemple, des taux d'obésité très élevés, hein. Nous voulions améliorer cela, hein, et travailler avec ces communautés. Alors voilà certaines des actions que nous avons mis en œuvre, hein, quelques actions. Ici, vous avez des photos. Quand vous voyez des présentations qui portent sur le TOD, en général, on va montrer des immeubles, comme celui que vous avez en haut, qui sont des immeubles qui sont loués à des communautés avec des commerces en bas. À droite, vous voyez des immeubles de Chicago. Ensuite, en bas, un endroit où il y avait un parking et nous avons commencé à utiliser ce parking avec des artistes de la communauté qui ne pouvaient pas, euh, qui n'avaient pas de lieu pour travailler. Et puis, grâce à ce système de TOD, nous avons aussi travaillé avec les personnes et nous voulons mobiliser les gens. Vous voyez ces photos de personnes qui travaillent en bas, hein, cette photo ce sont des développeurs, hein, cette photo en bas à gauche, hein, qui montre que ces gens travaillent dans des immeubles de la gare, hein, dans des bâtiments de la gare, et ces gens sont accompagnés. Et au milieu,
voyez un groupe de petits développeurs qui ont reçu des bourses pour commencer à mettre en place des petits projets pour donc travailler entre la ville de Chicago et le secteur des transports en commun, des transports publics. Et ce sont des petits commerces, hein. Et sur la droite, vous avez des fournisseurs d'assistants techniques que notre coalition a réunis pour fournir un soutien gratuit aux personnes. Quand le système fait les choses de cette manière, les choses fonctionnent. Donc, on voulait s'assurer que ces personnes allaient pouvoir lancer un petit commerce, un centre communautaire et qu'ils aient une aide, par exemple des avocats, des architectes, des experts en communication, des planificateurs urbains, des fournisseurs de données qui les aident tout au long de leur travail et leur fournissent une aide gratuite de façon à ce que tout le monde tire profit de cela, que la communauté tire profit de cela et que les choses fonctionnent. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je serai ravie, pardon, de répondre à vos questions si vous en avez. En tout cas, voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Comment est-ce que grâce à un système équitable, nous avons amélioré la vie dans la ville de Chicago. Merci beaucoup, Roberto. Une présentation très intéressante qui montre comment, en quelque temps, une période de temps assez courte, hein, vous avez réussi à améliorer les choses pour la vie des habitants et pour la vie dans ces quartiers les plus défavorisés. Vous nous avez montré ce qu'un TOD équitable peut donner comme résultat et ce que l'on peut faire dans ces quartiers. Et puis, vous avez montré aussi l'apport qui a été fait au niveau du développement économique, de la santé, de l'atténuation des problèmes climatiques. Et vous montrez vraiment que ces bénéfices sont bons, sont pour tout le monde, hein, et qu'ils touchent toutes les communautés si diverses de Chicago. Ce que nous montre cette présentation, c'est que dans la pratique, hein, on peut avoir une intervention générale qui va avoir un impact sur toute la ville. Bien. Alors, je ne sais pas si, Lucia, vous avez des questions à poser à Roberto. Merci Adela, merci Roberto pour cette présentation. C'était très intéressant de voir comment une stratégie orientée sur les utilisateurs peut permettre au gouvernement de changer d'idée et peut permettre à la société d'en tirer profit. Alors, au niveau de votre travail, je voudrais savoir quelle a été la stratégie pour convaincre les décideurs politiques que c'était la bonne voie à suivre, parce que nous le savons très souvent, la bureaucratie est difficile à modifier, hein. Oui, c'est une très bonne question, Lucia. Ça a été beaucoup de travail, oui. Et je dirais que le principal conseil que je vous donnerai et que je donnerai à une personne qui veut faire cela, c'est essayer de connaître votre public et parler et à chacun des décideurs politiques de ses besoins. Première chose, quand on pense au transport et au développement d'une ville, on pense département de planification. Je vais voir le maire, le bureau du maire, je vais parler avec les responsables de ces secteurs. En 2013, c'est ce qu'on a fait et le résultat a été ce que je vous ai montré. Donc, on a réfléchi et on s'est dit, ce n'est pas seulement une question de planification et de développement. Nous devons travailler avec le département du logement. On veut des logements qui aient des loyers qui soient abordables. On veut aussi que le département de santé publique participe parce que, comme je vous ai montré, on avait une carte avec des grandes différences, hein, entre les communautés et on voyait que chaque quartier avait ses indicateurs au niveau de la santé et on voulait qu'il y ait des options de transport qui permettent de marcher aux populations pour améliorer leur santé, hein. Et puis, il y avait aussi une question environnementale. On voulait que ces populations ne dépensent, ne dépendent pas autant de leur voiture et puissent utiliser les transports en public, les transports publics, les transports en commun. Donc, on s'est demandé comment travailler et on s'est rendu compte que on pouvait réunir
toutes ces communautés, voir un petit peu quelle était l'expérience de chacun. Vous pouvez leur dire de se joindre à nous, de participer à la coalition, de travailler et avec le maire et avec la mairie. On a créé ce conseil, hein, avec des responsables de la ville et différents départements, des personnes qui appartenaient au secteur des transports, des personnes qui appartenaient euh, à l'organisation métropolitaine de transport, donc tout ce qui concernait les environs de la ville, et tous ces responsables devaient travailler ensemble et créer une concurrence, mais une concurrence positive. Il fallait répondre aux questions des membres et s'assurer que les réponses soient de bonnes réponses, hein. Nous avons travaillé avec ces départements de la ville, avec le bureau de la mairie. Nous avons parlé des besoins de chacun. On a aligné les plans les uns avec les autres. Et l'autre chose qu'on a faite, on a travaillé avec nos élus, les représentants de la population. Il y a des membres, hein, qui travaillent au niveau de Chicago, qui sont des membres du conseil. Il y en a une cinquantaine. Et donc, c'est eux qui sont les promoteurs des besoins de la communauté américaine, afro-américaine, latino-américaine, etc. Et donc, on a créé des représentants de chacun de ces groupes qui allaient parler avec les responsables pour essayer de créer ce plan de développement des transports en commun et un plan qui soit orienté sur ces populations. Et voilà, cela étaient donc les deux stratégies que nous avons mises en œuvre et nous avons pu ainsi avoir ce plan politique que nous avons appelé le code et nous avons pu mettre en place un plan de développement orienté sur le transport équitable avec différents, de différents, différentes propositions en fonction de chaque quartier. Merci beaucoup. J'ai énormément de questions. Je vois que le chat est très actif, mais nous allons le laisser pour la fin. Espérons que nous aurons plus de temps pour en discuter, pour partager ces expériences incroyables dans des villes, des pays en développement, pour soutenir des efforts similaires. Mais permettez-moi de me pencher vers Lucia pour qu'elle nous partage l'expérience à Montevideo avec notre public. Lucia, c'est à vous. Merci Adela, merci Melissa pour l'invitation. Merci Roberto pour votre présentation. Je vais faire la présentation en espagnol, mais aucun souci de me poser des questions en anglais. OK, je partage mon écran. Bonjour. Pour la mairie à Montevideo, c'est un plaisir de présenter ce que nous appelons la politique habitat, que nous considérons une politique de proximité, d'approche, qui nous a permis d'aborder des stratégies de rapprochement des quartiers. La ville de Montevideo a 1,5 million d'habitants. Comme toutes les villes dans le monde, il y a des concentrations dans quelques secteurs. Il y a d'autres où il y a de la ségrégation urbaine. Par rapport à l'informalité, à Montevideo, il y a 345 quartiers informels et nous avons 8 mairies. Pour les gouvernements locaux, il y a des inégalités, il y a des complexités et qui s'agrandissent telles que la violence, l'insécurité et les gouvernements locaux ont été touchés par multiples crises, dont la COVID-19, qui pour nous, pour Montevideo, a été une crise dans le rencontre. Voilà. Parce que c'est là
à nuire aux espaces de participation et surtout pour les femmes dans les espaces publics. Et nous voyons, comme c'est le cas dans toute la région, dans une étude de PNUD de 2019, qu'il y a une grande méfiance par rapport aux organisations. En 2019, cette méfiance s'est réduite et nous croyons que les gouvernements locaux jouent un rôle très important pour rapprocher les institutions auprès des citoyens. Donc, nous avons commencé à penser comment rédiger les politiques pour les faire plus efficaces. Et nous sommes partis de quatre hypothèses. Dans la première, dessiner une politique de proximité qui relie l'aspect humain et social, comme Roberto l'a dit. Pas tout se trouve dans le département de planning. Nous devons toujours dessiner des politiques qui prennent en compte d'autres intérêts, que les territoires soient les cadres qui regroupent tous les intérêts. Et je vais m'expliquer après, renforcer la capacité d'action des gouvernements locaux et toujours avec les personnes et la participation au centre, permettant d'avoir un dialogue permanent comme la base de la politique locale. Dans cette stratégie, nous avons participé à quatre zones critiques à Montevideo qui nous a permis d'avoir une approche plus systémique de la question de la ségrégation humaine. Nous avons considéré les quartiers comme un écosystème pour approcher des différentes volets de la communauté. C'est pour cela que nous avons créé trois voies de travail. Donc, la première était d'interpréter correctement ce système, créer des possibilités réelles de changement dans cet écosystème et créer une narrative collective sur cette transformation. Donc, pour bien interpréter le système, le jour au jour des personnes dans les quartiers a été clé et cela a été un engrais pour développer la politique. Nous avons développé des espaces de compréhension, de solutions, et nous avons appliqué une logique interne dans la mairie à Montevideo pour générer une gouvernance qui s'adapte aux interventions que nous avions. Et nous avons utilisé un portefeuille de politique et je vais l'expliquer à partir des exemples après. Bien, en termes de construction de la narrative de cette construction, nous avons voulu être très proches de la citoyenneté, développer plus de confiance dans l'institution, c'est-à-dire le gouvernement de Montevideo, et nous avons agi toujours dans la transparence et utilisé des données en temps réel. En plus, nous avons utilisé des outils spécifiques pour chaque quartier. Tout d'abord, dans la partie publique, le portefeuille public qui a énormément de dettes en termes d'impôts, nous l'avons exproprié pour alimenter le portefeuille de terres publiques à Montevideo pour soutenir la construction d'habitat. C'est là par rapport à l'infrastructure. Nous avons ajouté à tout cela de l'illumination publique et nous sommes consacrés au peuplement plus touché par le changement climatique. Nous y avons ajouté des interventions dans le domaine de la santé, la culture, et le travail. Tout cela a travaillé avec la citoyenneté dans un espace d'être à l'écoute critique où nous avons installé des tables de ronde au niveau de quartier pour mesurer comment nos actions s'est passées à l'échelle du quartier.
Et voilà, je vous présente deux exemples qui montrent la méthodologie que nous avons utilisée pour intervenir dans ce sens-là. L'un, c'est un exemple de comment, dans une seule zone critique, c'est possible de entrer et sortir plusieurs projets en même temps. Pour vous donner un peu de contexte, dans ce quartier, il y a un mélange de zones formelles, informelles, il y a de la précarité, de la violence et vu le haut niveau de risque de l'eau, ils sont le plus touchés par rapport au changement climatique. Donc, nous avons co-dessiné un espace public pour se rencontrer parce que ces espaces n'existaient pas dans ce quartier. Et cet espace est en construction. C'est pour cela que maintenant, je vous montre que des renders. Comme partie du portefeuille public des terres que nous avons à Montevideo, nous avons établi une coopérative dans un projet qui s'appelle Convive, où 30 femmes ont bâti leurs femmes. La mairie a fourni le matériau et les sociétés ont fourni leur savoir-faire. Et ces logements sont déjà achevés. Nous avons pris en considération si les voies étaient enclins pour marcher. Et nous avons vérifié si c'était possible de marcher dans les quartiers pour avoir des espaces de repos, etc. Nous avons intervenu dans la direction de l'eau et nous avons enlevé le déjet pour donner de la durabilité à cette élimination de déchets. Et le deuxième exemple dont je tenais à vous parler, nous avons Casabo. Et le projet s'appelle Casabo se connecta, c'est-à-dire Casabo se connecte. Cet exemple était différent. À Piedras Blancas, nous avions de différents exemples d'infrastructures, mais à Casabo, il n'y avait pas de projet. Donc, nous avons commencé par établir des espaces de coordination, des espaces de conversation active avec et les voisins, les voisines, et ce sont eux qui ont défini que l'accès à l'assainissement était le pire de leurs problèmes. Casabon est différent. C'est un peuplement 100% informel. C'est un quartier questionnel interne, mais ségrégé du tissu urbain. À haut niveau d'organisation des voisins. C'est pour cela que nous avons identifié que le point d'entrée pour ces quartiers était l'assainissement. Là-bas, nous avons trouvé que plus de 5000 logements n'avaient pas de connexion pour l'assainissement de tout ce que cela entraîne en termes de risques environnementaux pour la santé. Nous avons établi des espaces permanents d'écoute active. Nous avons créé un programme de connexion maison par maison au réseau d'assainissement. Et nous avons créé un enregistrement public des données et des détails des données en temps réel. Donc maintenant, le projet est en train d'être mis en œuvre. Nous nous occupons d'à peu près 600 familles et nous informons le progrès du projet dans les quartiers. Quelles sont les leçons que nous avons tirées de ces deux formes de travailler? Bien, que pour avoir un quartier plus inclusif, qui était une des questions pour ce webinaire, le quartier peut organiser nos interventions parce que cela nous montre d'abord le problème et nous fait regarder les outils que nous avons pour les résoudre. Donc, l'accent, c'est sur le problème. La réponse depuis le gouvernement local s'améliore s'ils sont participatifs dans leur niveau d'efficacité et la complexité, diversité des situations
font pas un problème, mais une possibilité de participation pour les gouvernements locaux. Également, nous avons appris pour créer des quartiers plus inclusifs que le logement ne peut pas être isolé. Cela doit être dans un contexte d'un quartier qui a besoin de connectivité, de mobilité, comme Roberto le disait, et que chaque territoire a ses aspects spécifiques. Donc, nous avons connecté les problèmes de citoyenneté et par la suite les liés à la situation du gouvernement. Nous avons également appris que les voisins des quartiers sont des actifs sociaux. Et nous devons reconnaître l'organisation, les actifs qui sont présents dans les quartiers déjà. Et cela va être le gouvernement local. Dans nos cas, cela a effectivement augmenté les capacités d'innovation, de communication et de mesurer les effets. Et pour clore, déjà, quels sont les défis pour l'avenir et mesurer l'impact de cette méthodologie de travail pour voir comment cela a changé les vies des communautés, continuer à investir dans le lien avec les citoyennetés. Cela fait partie de la chose la plus importante de nos projets pour arriver à des résultats. Investir dans le temps nécessaire pour avoir des interventions collaboratives. Comme Roberto le disait, ce n'est pas quelque chose de facile et cela nécessite du temps. Et continuer à chercher des innovations qui peuvent être à l'issue des espaces participatifs pour continuer à transformer nos quartiers de la façon la plus inclusive et durable. Je vous remercie. Merci beaucoup, Lucie. Encore une fois, une expérience très intéressante. Je pense que c'est qui vous avez trouvé à partir de quartiers, des écosystèmes, et d'en trouver un portefeuille d'actions à façonner votre stratégie. Je pense que, comme vous l'avez souligné, l'apprentissage, l'adaptation sont clés pour l'avenir et en ayant des efforts et lidérés par la communauté, décider de travaux, etc. Par la suite, je passe la parole à Roberto pour voir s'il a des questions pour Lucia avant d'ouvrir la séance pour le reste. Oui, une question très rapide parce que j'aimerais que les participants peuvent poser leurs questions. Donc, ma question est dans le chat aussi. Lucia, le processus de rebâtir ou générer de la confiance chez les habitants, c'est compliqué surtout parce que la relation entre les gouvernements et les quartiers est fragmentée, problématique. Tout le monde s'identifie avec nous. À Chicago, nous avons traversé pas mal des étapes. Nous avons dû reconnaître que les personnes étaient fâchées avec nous. Et il a raison. Donc, ma question est-ce que vous pourrez nous montrer des exemples de votre parcours dès que vous entrez dans la communauté et que vous trouvez quelle est la situation jusqu'au point où vous disiez, OK, c'est pas parfait, mais nous pouvons bâtir à partir de cela. Et c'est comment le procès de développer de la confiance et comment vous le maintenez au long de temps. Merci pour votre question. Un exemple pour illustrer cette situation, c'est que quand nous avons démarré notre intervention à Piedras Blancas, la terre où nous avons bâti les logements était occupée et elle était assujettie à un processus d'occupation. Donc, nous avons dû travailler avec ces occupants informels et irréguliers pour
et qu'ils puissent nous faire confiance comme équipe de travail et pour fournir une solution à cette situation. Voilà notre point d'entrée. Il y avait un groupe de familles, à peu près 100 familles, qui étaient pas contentes de tout, qui se méfiaient de nous et qui avaient occupé ces terrains. Donc, nous avons trouvé un engagement avec ces familles pour fournir tout ce qui soit possible en termes de logement et d'infrastructures pour les quartiers. Et c'est à partir de cette occupation que toutes les interventions de cette présentation ont vu le jour. L'espace, le programme de logement, la régularisation du quartier autour de terrain. Et c'est là où le processus de développer la confiance a démarré. Par la suite, nous n'avons pas fragmenté les interventions. Et cela veut dire quoi? Le processus de co-création d'espaces publics, de construction de logements, tous les processus environnementaux qui ont été mis à jour n'ont pas été fragmentés par zone de quartier. Tous les quartiers étaient au courant de ces initiatives, même si nous avons travaillé à partir d'un portefeuille, la narrative était cohérente et générale pour tous les quartiers et cela s'est traduit dans une confiance parce que pas mal de fois, nous avons dû dire, bon, ça c'est pour cette partie de quartier, mais nous aimerions que d'autres voisins s'approchent pour voir ce qui se passe ici. Et comme troisième stratégie, il faut toujours être honnête pour développer de la confiance. Même si c'est évident parfois pour le gouvernement, longtemps, ce n'est pas si évident que ça. Donc, chaque fois qu'il y avait des demandes qui n'ont pas été accomplies, que nous ne pouvions pas respecter, nous disions non, pas possible et nous travaillons le processus parce que peut-être c'était à cause du manque de ressources, parce que cela n'a pas été planifié et que c'était trop coûteux. Peut-être parce que ce n'était pas la juridiction du gouvernement local, mais du gouvernement central. Toutes ces variables peuvent se traduire dans un non. Mais la raison derrière le non est le terrain pour travailler avec les voisines et la voisine. Je pense que ces stratégies nous ont gagné de la confiance pour ne pas développer chez les voisins et les voisines des attentes qui ne vont pas être comblées. Merci, merci Lucia. OK, je vais commencer par les questions pour Roberto et pour vous aussi, Lucia, mais vous devez récupérer votre langue. Donc, pour Roberto, quelles sont les conditions principales de gouvernance ou institutionnelles qui, dont les villes ont besoin pour répliquer le taux dehors les États-Unis? Et Et une autre question pour le répondre ensemble. Comment vous équilibrez les intérêts des développeurs privés avec l'objectif de maintenir le logement aséquible? Et une dernière question, quel type de ville en termes de taille de densité de gouvernement sont le mieux positionnés pour adopter correctement le principe de développement équitable orienté au transit? OK, je vais commencer par vous dire qu'il n'y a pas de formule unique pour TOD. TOD est une formule qui a été conçue par des développeurs, etc. Et TOD est enraciné dans la communauté et dans tout un éventail de personnes qui se réunissent. Dans les conditions, nous avons la diversité d'experts, de leaders de communauté qui sont d'accord pour dire que les les atouts sont mal utilisés et nous développons cette ambition d'abord. Quelque chose que normalement disent les personnes, il n'y a pas de métro dans ma ville, mais ils n'ont pas besoin, ils ont besoin de train. À Chicago, plus de personnes prennent le bus que les trains.
Et nous pensons que les développements à Chicago dans l'avenir vont se passer à travers le développement de réseaux de bus. Donc, vous devez trouver quels sont les moyens les plus utilisés ou ceux qui ont le plus haut potentiel dans ces quartiers et trouver des partenaires à but lucratif qui soient prêts à travailler pour la ville. Et commencer par un ou deux petits parties et les mettre à échelle après. Si vous avez une fondation ou des bailleurs de fonds qui sont prêts à financer la dotation de personnel ou le démarrage, peut-être les activations, la communication, se sont décidés à répliquer dans d'autres villes et vous pouvez le répliquer pour l'agenda. Vous pouvez vous rendre dans lvdchicago.org et pour Fabien, l'intérêt de développer privé sont ce que je vous ai dit au début de la ville. Vous devez avoir deux types d'audience. Quand vous savez une ville s'est créée, il n'y a pas de type de développeur unique. Il y a des développeurs qui travaillent pour les parties de la ville à haut revenu et les autres. Et les marchés sont faibles. Donc, aligner ces deux incentives à partir du marché est logique pour nous pour permettre d'avoir plus de densité et enlever le besoin du parking qui à Chicago était un très grand incentive. Et pour la partie ouest où le marché est faible, les incentives étaient comme des terrains de pré-développement pour la ville, pour organiser le développement, pour organiser la ville comme Lucia l'a dit, des terrains qui étaient laissés de côté pour manque de paiement d'impôts, etc. Nous les avons combinés avec des mandats. Vous devez fournir dans notre ville 20% comme des unités. Bon, je peux vous en parler davantage ou sinon vous pouvez vous rendre dans le site web levetchicago.org. Merci, Roberto. Lucie, quelques questions pour vous. Comment garantissez-vous que les mécanismes de participation sont efficaces et inclusifs et non de symboles seulement? Et quels résultats avez-vous remarqué en termes d'amélioration de la confiance? Et dernière question, à quelle mesure vous considérez que cette approche de portefeuille peut être répliquée dans d'autres villes d'Amérique latine? Merci. Je vais essayer de donner une réponse aux trois questions dans une seule réponse. Bien. À mon avis, comment garantir que la participation continue d'être efficace et pas symbolique revient vers le portefeuille d'options. Une des choses que nous avons soulevées était les échelles d'intervention. Ces échelles nous permettent de jouer avec les interventions que nous avons dans les quartiers. Donc, pour que nous puissions maintenir une participation efficace, il nous est utile la matérialité qui nous pousse. Nous pouvons changer de petites choses et cela font que la participation et l'intérêt se maintiennent et que notre investissement ne doit pas être si haut de la part du gouvernement. Ça,
Côté 1. Côté mesurement de résultats, c'est quelque chose que j'avais mis dans ma présentation vers la fin. Pour nous, c'est un défi parce que vu que c'est pas une façon habituelle de travail pour le gouvernement à Montevideo, c'est non plus habituel de le mesurer. Nous avons normalement plus d'informations qualitatives que nous pouvons vous envoyer. Si vous nous envoyez un courriel, nous pouvons partager avec vous des rapports, des vidéos, mais pour l'instant, nous n'avons pas des indicateurs de mesures plus quantitatives. Nous y sommes, mais cela prendra plus de temps. Et pour répondre à Mélissa, comment pouvons-nous répliquer cette expérience dans d'autres villes d'Amérique latine? Je pense que c'est tout à fait scalable, considérant que notre ville a 1,5 million d'habitants, mais il serait bien que des gouvernements d'Amérique latine essayent cette approche parce que une des externalités positives, c'est sa capacité de travailler pour résoudre des conflits qui, parfois, nos quartiers en Amérique latine ont et pour lesquels l'État, au lieu de éviter les chaos, regarde vers les côtés. Mais les limitations à inclure les complicités existent et nous sommes là pour vous donner plus d'informations et si vous voulez connaître l'expérience, soyez les bienvenus à Montevideo. Merci, Lucie. Et il serait excellent de pouvoir s'y rendre. Je pense que le temps s'est écoulé déjà. Je tiens à vous remercier pour avoir partagé d'une façon si généreuse vos expériences, vos leçons. Cette discussion nous a rappelé que les quartiers inclusifs se produisent pas par hasard. Et il y a un planning intentionné derrière. Il faut de leadership et des travaux de communauté. Mais comme Lucia l'a souligné, cela nécessite de piloter, d'essayer d'apprendre et de s'adapter au long des années. Et quelque chose que je tiens à souligner pour vous tous, c'est qu'il s'agit d'un procès chaotique. Il faut euh, accepter le chaos parce que c'est la façon d'y agir. Donc, quoi que ce soit, intégrer les migrants, les communautés diverses, bâtir de l'infrastructure, les villes ont le pouvoir de faire grandir l'inclusion à partir de la base. Et c'est que le PNUD s'engage à soutenir parce que l'inclusion au niveau du quartier et où le développement durable démarre. Nous espérons que cette séance vous a apporté de nouvelles idées, des liens. Roberto a généreusement offert fournir de l'information à partir de son expérience. Je pense que Lucia est ouverte à le faire elle-même.